Et nous allons lancer la 6e table ronde avant le débat final sur la gestion de la relation de la marque de distributeur avec Boris qu'on a vu tout à l'heure, avec Hélène qu'on a vu tout à l'heure, avec Léonard que nous avons vu tout à l'heure et avec Jacques de la FCD que nous avons vu à l'instant. La relation MDD donc s'intensifie et représente une part de plus en plus importante du linéaire. Il est vrai que les parts de marché progressent. La loi Egalim est venue renforcer la protection du fournisseur, confère notamment la clause de révision du prix, délai de prévenance, volume prévisionnel, répartition des coûts et sort des emballages. Qui parle? C'est pour le cabinet Fidal, c'est Hélène. Merci Yves, j'ai l'impression que vous avez un petit peu tout dit. Le contrat MDD, c'est un contrat un petit peu particulier parce qu'on est sur une relation dont la qualification juridique est différente. Dans la relation industrie-commerce, on n'est pas sur un contrat d'achat en vue d'une revente. Je crois que tant la Cour de cassation que la SEPC sont unanimes sur la qualification juridique. On est sur un contrat d'entreprise, un contrat de sous-traitance de fabrication d'un produit à la marque du distributeur qui répond à un cahier des charges. Ce régime juridique un petit peu particulier a longtemps été laissé à l'usage entre les parties et puis a fait l'objet d'un encadrement légal qui, pour le coup, alors c'est mon point de vue peut-être d'avocat, a eu une vertu, ou en tout cas, on a beaucoup moins de contraintes négatives sur ce texte, sur l'application de ce texte en matière alimentaire, puisque l'article L441-7 du Code de commerce est venu réglementer le contrat écrit en matière de MDD portant sur les produits alimentaires, avec un parallélisme qui se rapproche, en tout cas qui tend à se rapprocher de ce qui existe en matière de marque nationale, tout en gardant un petit peu plus de souplesse, puisqu'on a un contrat écrit qui doit être formalisé. Ce contrat écrit doit prévoir un certain nombre de choses, comme vous l'avez souligné, Yves, en matière de volume, en matière de volume prévisionnel, en matière d'emballage, en matière de fixation du prix. Là où on a un petit calage sur la marque nationale, c'est que ce contrat doit désormais prévoir une date annuelle à laquelle le prix doit être renégocié. Et ça, c'est vrai que c'est une disposition qui venait contrecarrer la tendance des contrats à durée indéterminée dans ce secteur, qui fixait un prix sans limitation de durée et des dérives qu'on a pu constater en pratique. Donc le fait de caler une date de renégociation annuelle sans fixer pour autant cette date laisse une grande liberté, en tout cas aux parties, pour fixer cette date annuelle à laquelle on va pouvoir renégocier. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on n'a pas tellement de difficultés d'interprétation. Là où on peut avoir quelques difficultés d'interprétation, c'est sur les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, sur cette fixation du prix. Cette fixation du prix qui n'est pas intangible et qui, de la même manière que pour les marques nationales en matière alimentaire, doit prévoir non seulement des indicateurs de coûts de production, mais également une clause de révision automatique des prix, sans possibilité dans cette configuration d'avoir un choix d'options. L'industriel n'a pas de possibilité, alors en tout cas pas prévu par la loi. On reste sur un secteur, disons, assez calé par les usages, ou en tout cas il n'y a pas de possibilité de se prévaloir d'une option 3 pour conserver le secret. On reste sur une relation classique de est-ce qu'on dévoile la décomposition complète des coûts de revient, ou est-ce qu'on décide de conserver une part de secret. Ça fait partie des sujets sur lesquels il peut y avoir quelques sujets d'interprétation. Voilà. En tout cas, le cadre est assez fixé, là où la CEPC a émis une recommandation, d'abord en 2020, puis mise à jour en 2022, sur des bonnes pratiques en matière de MDD. Et c'est vrai que c'est une recommandation qui est très, très longue, qui prévoit une liste de choses, de bonnes pratiques à mettre en place. Le cadre légal reprend une partie de ces recommandations, mais pas toutes.
notamment en matière de contractualisation. C'est vrai que la CEPC est venue dire que le cadre légal appliqué aux marques nationales n'est pas nécessairement adapté au MDD. Toutefois, cette affirmation est venue permettre à un certain nombre d'acteurs de considérer que les conditions de vente des fournisseurs n'étaient pas à prendre en compte, sans tenir compte du fait que la CEPC elle-même avait formulé une recommandation sur la prise en compte des conditions administratives, juridiques, logistiques émises par le fournisseur dans le cadre de sa réponse au cahier des charges du distributeur. Voilà, les sujets qui se posent en matière de MDD, un cadre juridique existant un peu plus souple qu'en matière de marque nationale, mais qui laisse une grande place à la négociation et aux discussions. Alors finalement, quels sont les points de vigilance pour les deux parties aujourd'hui? Comment vous jugez, vous distributeurs et patrons de PME et représentants des PME, les contrats MDD? Lequel veut bien se lancer? Jacques. Bon, moi, je vais me lancer pour rappeler juste quelques petites choses. D'abord, ce qui nous inquiète, c'est effectivement de devoir se rapprocher les règles applicables au MDD de celles qui sont applicables aux marques nationales. Alors évidemment, avec une arrière-pensée des industriels, puisque les MDD sont des concurrents des marques industrielles. Donc forcément, les industriels ont un intérêt à ce que les règles soient les mêmes. Alors évidemment, on n'est pas encore à la prééminence des CGV industriels dans le cadre des MDD. Heureusement, par nature, les MDD ne sont pas soumises aux CGV, et pourvu que ça dure, par nature, le distributeur qui fabrique une MDD, il a plusieurs contraintes. D'abord, il a la responsabilité d'une marque avec la première mise sur le marché, d'où une obligation de traçabilité et de connaître aussi ce qu'il y a dans ses produits. D'où une transparence d'autant plus grande dans la qualité et le coût des produits constituant ce que lui va vendre. Deuxièmement, il a une autre contrainte, c'est le caractère non substituable de la marque. Quand vous avez un industriel qui vous fabrique quelque chose en MDD, d'abord, c'est sur le temps long. Ce sont les services qualité du distributeur qui tiennent quelque part le développement des produits et la responsabilité de la qualité des produits. Et aussi le fait que si l'industriel arrête de fabriquer la MDD, ne pourra pas retrouver très rapidement de substituabilité de production entre industriels sur un produit MDD qui a un cahier des charges très précis. Donc, il y a un pouvoir effectivement du fabricant sur lorsqu'il fabrique de la MDD qu'il ne faut pas négliger dans la relation commerciale, qui me paraît beaucoup plus équilibrée que ce qu'on voudrait laisser penser. Et puis bien évidemment, n'oublions pas que la MDD a renforcé le tissu industriel PME en France versus des grandes marques, et qu'il ne faut pas oublier ce socle très fort de la coopération entre les PME industrielles et la grande distribution pour le développement de produits qui sont effectivement moins chers que les produits marques nationales. Mais c'est normal parce que la marque de distributeur ne supporte pas les coûts marketing et de développement et de recherche et développement, quoique j'ai connu à titre personnel des échanges en matière de fabrication de produits MDD où l'apport du distributeur était manifestement plus important que celui de l'industriel qui ne faisait effectivement que fabriquer très précisément sur une commande. Donc tout ça, ça se discute, et il me paraît essentiel de préserver ces produits d'un mélange des genres juridiques et administratifs pour en garantir la pérennité et la souplesse, avec toutes les contraintes que je viens d'évoquer qui sont, de mon point de vue, largement suffisantes pour garantir une relation équilibrée entre le distributeur et son fabricant industriel. Léonard Prunier, beaucoup d'adhérents de la FEF fondent la marque du distributeur. Moi, je pense qu'on n'a pas compris ce que c'était que la MDD. La marque de distributeur, on a fait une étude avec la FCD au mois de juin, c'est fabriqué à 66,9% par des TPE, PME, ETI françaises. Donc la MDD, c'est un sujet de PME, ETI française. Ce n'est pas un sujet de grand groupe. Et là, on sent une dérive législative qui veut copier un truc. Moi, je m'échine depuis plusieurs années à dire que ça ne marche pas pour les PME, et on veut le dupliquer à la MDD, qui n'a rien à voir. La relation MDD n'est pas la relation marque nationale distributeur.
Donc, les dernières, là, maintenant, on a l'obligation de renégocier tous les ans. Alors, hein, tout le monde sait que quand on rentre dans un box de négociation, ça finit forcément par une demande de baisse de prix. Hein, c'est le principe même de l'acheteur. Donc, ça n'a jamais été une demande de la FEF. Et c'est nous les fabricants de MDD. En fait, ce sont deux sujets différents. Ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, la relation n'est pas la même dans la MDD parce qu'il y a une dépendance du distributeur. Hein. Si on arrête de le livrer, il n'a plus de produits. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment de la crise Ukraine, hein, les hausses de tarifs passaient le plus rapidement possible et immédiatement ont été sur les marques des distributeurs parce que les distributeurs voulaient les produits en rayon, ils ne peuvent pas les substituer. D'ailleurs, retenez bien ce terme de substituable parce qu'on va en parler après. Hein, c'est comme le cœur de la... En fait, c'est la notion de substituabilité ou pas qui joue dans la relation. Donc, arrêtons de complexifier. Après, qu'on mette un haut-là sur parfois des dérives où le distributeur veut faire supporter à la PME le coût du changement d'emballage, du coût des trucs qui sont à la charge de celui qui porte la marque. Hein. Nous ne sommes que le sous-traitant. Et dans la MDD, il y a une transparence. Mais évidemment qu'il y a une transparence. Et c'est normal. Nous ne sommes que le sous-traitant. Je ne sais pas si c'est le bon terme juridique. Hein. Excusez-moi, hein, moi je suis. Mais tu as raison. Mais j'ai pas dit le contraire. On n'est qu'un sous-traitant. On est bien d'accord entre nous. Et par contre, ce qui doit protéger l'industriel PME-ETI, et pour ceux qui écoutent, hein, je rappelle qu'il y a un accord signé entre la FEF et la FCD depuis très longtemps sur le temps de déréférencement. Un contrat d'MDD qui est signé depuis 15 ans, le distributeur nous doit au moins 2 ans de déréférencement. Hein. Par contre, voilà, la contrepartie de cette relation, c'est que ce n'est pas du on-off. Et là, il peut peut-être y avoir une dérive et un rappel aux obligations contractuelles et législatives, mais il y a un délai de préavis quand un distributeur veut changer. Mais arrêtons de tout mélanger, ce n'est pas du tout la même relation. Ce n'est pas du tout le même type de contrat. Donc on parle, et là, on essaie de voir une convergence vers ce qui ne marche pas et on essaie de tout ramener à un truc qui ne marche pas. Après, je ne dis pas que tout est rose, hein, il y a des choses à améliorer, mais ce n'est pas la même relation. Et la MDD, ce sont des choix d'entreprise. Hein. À la FEF, 60% de nos adhérents fabriquent de la marque de distributeur. Un certain nombre d'adhérents, et on le voit, on a des PME qui sont devenues des ETI européennes spécialistes de la MDD qui se sont vraiment développées. Mais ça, ce sont des choix de stratégie d'entreprise. Hein, il y a des entreprises qui font plus de la marque PME. Il y en a qui ont un équilibre marque PME, marque de distributeur. Puis il y en a qui sont spécialisés en marque de distributeur. C'est de l'investissement et du temps long. Voilà. Mais ne voulons pas, il n'y a pas de... Quelle est l'idée de dire qu'il faut négocier tous les ans? Il faut quand même comprendre que dans la marque distributeur, il y a des types de secteurs où ce sont des appels d'offres pour 1 an avec un volume pour 1 an, et on sait que tous les ans, c'est remis en question. Moi, je vais prendre mon cas, moi j'ai des marchés de marque distributeur, je crois que le contrat, il a plus de 20 ans. Donc ce sont des CDI, il y a des marchés, ce sont des CDI. Mais n'y a-t-il pas là aussi un effet boomerang, un risque, si le législateur va vers de la complexification, de pousser des distributeurs à faire des marques de distributeurs à partir d'Espagne, de Belgique ou d'ailleurs? Si ça devient trop complexe. Alors, si ça devient trop complexe, il faudra voir comment le droit s'applique et dans quel pays et comment. Après, le problème de fond, c'est la compétitivité. Hein, on oublie le vrai sujet de fond, c'est comment nous sommes compétitifs pour avoir des prix. Et c'est sûr que la distribution, là-dessus, joue un rôle très fort. Après, aujourd'hui, on a bien vu une évolution des marchés. On a tous été touchés avec une diminution des marques nationales, une augmentation de la marque distributeur. Mais on n'est toujours pas revenu au niveau de la marque distributeur d'il y a 10 ans. Hein. Sur le temps long, il faut relativiser. La France, les marques sont très fortes. C'est assez rare d'entendre ça parce qu'effectivement, tout le monde l'oublie. C'est juste un retour de la part de marché de la marque de distributeur d'avant. Il y a un prisme de dire tout à coup les Français découvrent la marque de distributeur. Non, c'est faux, c'est un retour à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si on se compare aux autres marchés européens, ce qui est marquant en France, c'est la dominance des marques multinationales, qui est bien plus forte que dans les autres pays européens. Les marques de PME sont à peu près équivalentes et les marques de MDD sont en dessous par rapport aux autres pays européens. C'est ça le vrai changement. Mais ce n'est pas non plus une révolution majeure. Non, entièrement d'accord. N'oublions pas qu'on est dans un marché unique, hein, que les règles, je ne dis même pas du droit de la concurrence, mais au moins du marché intérieur s'appliquent, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets qui ont été évoqués précédemment. Et nonobstant, quelquefois, quelques PPL qui vont très vite et qui passent quelques filtres sans se faire valider en France et qui après posent des problèmes de fond sur le plan du droit européen.
C'est-à-dire que c'est pas il faut pas renverser la proposition, hein. C'est bien des textes spéciaux et postérieurs français qui viennent contrarier des règles supranationales et qui s'imposent au droit français. Je ferme la parenthèse. Donc oui, la MDD est un sujet majeur dans la relation entre les industriels et les distributeurs. Il y a une compétition entre ceux qui font ou pas de la MDD, ceux qui font d'ailleurs et de la marque nationale qui développent leurs propres produits et qui font également de la MDD pour faire tourner leurs usines. Et ceux qui se refusent à faire de la MDD parce qu'ils veulent garder un avantage compétitif et qui veulent investir sur leur propre marque. Mais ça, c'est la liberté du commerce. Alors j'ai bien compris, non à la complexification. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien changer? Au contraire, il y a quand même des choses à faire évoluer. Il y a comme un truc, alors je ne sais plus dans quelle loi ça a été, mais on nous a réduit le délai de préavis de moitié. Alors ça, c'est comme un comble. Donc, il y a comme une mesure qui a été votée qui est contraire à l'intérêt des PME ETI. Donc ça, si on pouvait revenir au délai d'avant, ça serait mieux quand même, parce qu'on a réduit de 50%. C'est quand même pas très logique. Donc voilà. Après, faisons attention, réglons le problème des marques nationales déjà, hein, c'est un autre sujet. Et là, nos entreprises souffrent énormément, mais ne venons pas trop toucher au MDD. C'est du gagnant-gagnant, la MDD, donc il faut le voir comme ça. Et alors pour en revenir à la règle que citait Léonard, effectivement, c'est l'évolution, alors je ne sais plus si c'était dans Egalim 1, 2 ou 3, ou dans le processus de simplification par ordonnance de 2019, qu'on est venu modifier les conditions de la rupture brutale de relations commerciales qui, à la base, étaient de 2 fois ce qu'elles devaient être pour les marques nationales applicables au MDD. Bon, cette condition a été supprimée, les plafonds étaient un petit peu revus. Est-ce que c'est quelque chose qui impacte la relation MDD? J'en suis pas certain, outre le fait, comme le rappelait Léonard, qu'il y a encore des accords bilatéraux qui fonctionnent sur le sujet entre nos fédérations. L'enjeu, c'est de rappeler les règles du jeu. Et là, c'est sûr, c'est qu'en ce moment, ça peut être utile de bien rappeler les règles du jeu, les accords signés, parce que ça bouge énormément dans l'univers de la distribution, et il n'est pas question de voir des contrats de MDD sauter du jour au lendemain. Il y a des obligations légales de préavis. C'est juste qu'il faut aussi s'adapter à la réalité des marchés et que toute rente de situation devient un moment insupportable et qu'il faut savoir effectivement s'adapter. On parlait tout à l'heure de mariage et de divorce. Là aussi, il faut savoir de temps en temps se marier, mais aussi se quitter. Sur le sujet des MDD, on est sur quelque chose, comme je le disais, sur un principe de temps long et d'investissement et d'échange quelque part de savoir-faire mutuel. Donc, on n'est pas sur les mêmes intérêts, sur le même partage de la valeur. Voilà. En tout cas, je rejoins tout ce qui a été dit pour dire qu'il y a un alignement à la fois flagrant et surprenant de l'une sur l'autre, hein, de la MDD sur la marque et réciproquement. D'ailleurs, on ne sait pas très bien laquelle s'est alignée sur l'autre. Si on reprend l'exemple du fameux délai de préavis, hein, qui avait toute sa raison d'être, moi j'avais été extrêmement étonné lors des ordonnances de simplification en 2019. Et quand on a eu quelques années plus tard Egalim avec la marche en avant, le ruissellement et tout le tralala, là j'avais plutôt l'impression qu'on alignait la marque nationale sur la logique de transparence qui est quand même à l'origine un peu plus propre à la MDD. Alors moi au départ, hein, quand j'étais jeune avocat, j'avais en tête que c'était différent. J'en avais fait, je crois, ma première expérience lors d'un cas où un industriel était conduit à son corps défendant à organiser une rupture de livraison, puisqu'on avait des coûts de matières premières qui flambaient. C'était dans des produits conservés à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans. Et en effet, il avait organisé ça sur sa marque à lui. Il était par ailleurs fournisseur MDD. Et la question que je lui avais posée un peu naïvement, c'est « Mais est-ce que vous comptez faire la même chose sur la MDD ?» Il m'avait dit « Ah non, malheureux, là, c'est pour un distributeur, le privé de son produit à lui, ça s'apparenterait à un casus belli. » Donc on a un peu trop vite oublié que les deux choses étaient quand même des régimes et des relations d'affaires différents. Dernière question un petit peu sur un sujet connexe. Je connais un distributeur que vous connaissez également, qui a des usines, qui fabrique ses propres marques de distributeurs et qui livre des clients également. Il fait d'autres marques de distributeurs pour d'autres enseignes.
Ça dure depuis des années, c'est légal, j'ai aucun souci avec ça. Très bien pour eux. Ma question, on a visité récemment une usine en Allemagne, d'un hard discounter allemand, une usine de café. À ma connaissance, il ne livre que des enseignes allemandes, enfin que son enseigne allemande. Mais est-ce que ce n'est pas un risque? Parce qu'on voit des grands de sociétés qui sont en train de se créer, qui font que de la marque de distributeur à un niveau européen. N'y a-t-il pas un risque qu'un jour, un de ces grands distributeurs, par exemple allemand, commence à faire de la marque de distributeur multi-enseigne en France à partir de leur site allemand? Pas un sujet juridique, c'est un sujet économique. Hein. C'est que économique? Après, moi, je suis toujours surpris qu'un distributeur fasse travailler les usines d'un de ses concurrents. Mais ça, c'est un sujet économique. Je dirais, après, c'est à chacun d'avoir sa stratégie et de savoir où aller. Moi, là, on ne va pas rentrer dans la stratégie des entreprises, des uns et des autres. C'est un risque. Mais bon, je pense que certains distributeurs voient bien, quand on est à la fois industriel et distributeur, quand il y a des crises, on prend le coup des deux côtés. Donc, je pense qu'aussi, industriel et distributeur, ce n'est pas le même métier. On n'a pas les mêmes logiques, on n'a pas les mêmes fonctionnements. C'est commerçant et industriel, c'est pas pareil. Donc mais à chacun de trouver son bon créneau. Et après, de toute façon, au final, il y a l'impact du consommateur. C'est aussi le consommateur qui fait des choix, et c'est lui qui, au final, fait les choix sur ses produits. Donc c'est comment aussi on met en place des systèmes. On parle de transparence, mais peut-être qu'il y a des réflexions où aller plus loin pour imposer une vraie transparence sur l'origine au consommateur, sur le lieu de fabrication. Tout ça, ça peut rester assez flou. Mais dans ces cas, il faut que ça s'applique à tout le monde. Maurice? Ouais, on pourrait éventuellement, même de très loin, si, comme on a déjà plusieurs fois parlé des règles de concurrence, y voir un possible effet congloméral. L'effet congloméral, c'est quand, effectivement, un acteur qui a tendance à peser très très lourd sur le marché, et dans l'exemple cité par Yves, j'ai cru comprendre que c'était le cas, eh bien, est très présent à la fois sur le marché aval et sur le marché amont, où en effet, ça peut avoir certains effets, je dis bien ça peut, avoir certains effets pervers sur le jeu de la concurrence. Alors, chaque groupe a sa propre politique commerciale, se différencie de ses concurrents justement par des choix, y compris en MDD. Alors, les choix seront peut-être pas forcément très visibles sur des produits massifiés, mais dès qu'on va arriver sur des produits positionnants, premium, des produits spécifiques développés uniquement pour peut-être des niches, etc., on arrive à quelque chose qui touche justement à la concurrence entre enseignes. Et je dirais, pour reprendre l'exemple un petit peu du distributeur allemand, que l'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité. Et voilà, après, je pense que c'est une chose importante sur la marque de distributeur. La marque de distributeur, c'est aussi un élément de différenciation chez les distributeurs. Je ne vais pas rentrer dans leur politique commerciale, mais si demain on se retrouve avec le même produit, on change juste l'emballage, je pense qu'il ne va pas falloir prendre le consommateur pour un gogo trop longtemps quand même. Très clairement. Donc c'est pour des distributeurs, c'est une différenciation des autres distributeurs, leur MDD. Donc moi, je n'y crois pas à l'uniformité là-dessus. Eh bien, merci Hélène, merci messieurs.